Donc au début, l'idée, c'est de placer, dans la phase dans laquelle on est là en ce moment, c'est de placer sur des étagères des activités qui n'ont pas besoin d'être expliquées aux enfants. Ils doivent les connaître. L'enseignant n'a pas à aller faire de présentation aux enfants, il peut totalement s'atteler à la gestion du cadre dont on va parler. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut qu'ils puissent entendre les enfants et comprendre qu'il y a une consigne générale claire. Une activité qui est sur les étagères ordonnées, comme on l'a vu ce matin, peut être utilisée autant de temps que souhaité. C'est important qu'ils l'entendent, ça aussi, les enfants. Autant de temps que souhaité, mais une fois terminée, elle doit être rangée à sa place. Ça veut dire qu'elle doit mémoriser la place où elle était. Et on peut l'aider, on peut les aider aussi en cela. Ah, tu vas prendre cette activité, rappelle-toi, elle est ici. Entre cette activité ou à tel endroit. Donc, il doit l'apprendre, il peut l'apprendre autant que c'est souhaité, mais une fois terminée, il doit la ranger à sa place, en ordre, telle qu'elle était disposée dans le plateau, mémoire de travail à nouveau, propre, sèche, si elle était utilisée avec de l'eau, et éventuellement démontée s'il s'agit d'une activité de construction. Donc déjà, rien que là, il y a du travail. Dans une classe qui démarre comme Marie, rien que ça, c'est déjà énormément de travail. Ça veut dire que ça va devoir être répété en regroupement. Moi, je vous inviterai à l'annoncer, cette consigne générale, vraiment bien clairement en regroupement. Éventuellement, faire une scénette. Vraiment, pour faire passer le cadre, ça marche très très bien. Une scénette, c'est-à-dire vous demandez ou vous ne demandez pas, vous dites, alors les enfants, je vais vous montrer, je vais faire l'enfant. Tiens, je vais faire l'enfant. Alors, je vais chercher une activité, Ah, comme je vais prendre cette activité, alors je vais dérouler un tapis. Vous les aidez un petit peu. Vous formulez en même temps, surtout s'ils sont petits. Je prends mon tapis, comment je le déroule déjà? Ah oui, c'est comme ça. Tac, 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 vous le faites, voilà. Je vais chercher mon activité. Où est-ce qu'elle était déjà? Vous aidez, le fait de formuler, ils savent que vous ne leur dites pas à eux, c'est comme si vous pensiez, ça les aide. Alors ils vont rire forcément, mais ça va les marquer. Et après, vous faites semblant de faire l'activité. Vous prenez un peu de temps quand même. On prend son temps, on est présent. Et puis ensuite, vous allez remettre l'activité à sa place. Vous dites, ah non, j'ai oublié de bien la ranger. Je la remets bien, je remets bien comme elle était rangée avant que je ne la prenne. Maintenant, vous pouvez peut-être faire semblant de revenir au regroupement et dire, j'ai oublié mon tapis. Non, je vais ranger mon tapis. Et je le roule et je le replace. Ah il tombe. Ah non, alors il faut que je le reroule. Vous voyez? Et vous revenez. Les enfants, ils vont être comme ça en vous regardant. Et je peux vous assurer que ça vaudra toutes les consignes orales que vous pourrez donner. Ça demande plus de temps et puis un engagement physique. Ce sera redoutable d'efficacité. Si une activité n'a pas été rangée, si elle n'est pas ordonnée sur l'étagère ou elle n'est pas à sa place, on n'arrête pas tout le groupe. Vraiment, je ne vous invite surtout pas à faire ça. Vous allez chercher l'enfant. Vous mettez à son niveau, vous dites, il me semble que tu avais pris cette activité, non? Tiens, viens avec moi. On va aller voir, parce qu'il me semble qu'elle n'est pas rangée comme elle était rangée. Regarde, je te montre. Ou alors, tu te souviens? Elle n'était pas rangée différemment? Si, allez, vas-y, montre-moi. On ne doit pas vous entendre. Sauf si c'est nécessaire. À ce moment-là, vous prenez les rênes de la classe. Vous restez le chef d'orchestre. Vous ne devez pas perdre le contrôle de la classe. Quand on instaure l'autonomie tout au début, il y a des choses, il faut donner des règles et il ne faut pas en déroger. Si on veut que les enfants les intègrent, en fait. Après, c'est différent, on peut être plus flexible. Donc, explique également qu'une activité peut être prise seulement lorsqu'elle est sur l'étagère. Important. Important parce que sinon, un copain qui se lève pour aller se moucher, il avait son tapis déroulé avec son activité, puis il revient et il y a deux copains qui sont là ou un copain, forcément, il ne sera pas content. Donc, il y a cette règle-là aussi. Et admettons que cette activité soit abandonnée, c'est-à-dire que l'enfant soit parti faire autre chose et qu'effectivement, quelqu'un vienne s'en emparer, eh bien, ce serait une bonne idée, ce serait une bonne chose que vous ayez repéré quand même l'enfant qui a laissé l'activité pour lui dire « tu te souviens ce qu'on a dit ?
Une fois que tu prends l'activité, tu la remets à sa place. Je comprends que tu as très envie de la faire. Donc, on parle au copain qui est prêt à la faire. Tu as très envie de le faire, mais tu sais la règle? On a dit que c'était une activité prise, doit être ensuite rangée à sa place par le même enfant. Donc, tu vas attendre qu'il range l'activité et ensuite tu pourras la prendre. Effectivement, il y avait cette chose-là, nous, dans la classe, on avait la chaîne de 1000, et quand un enfant commençait à la compter, parfois, ça pouvait prendre quelques jours. Donc, à ce moment-là, même, il faisait des pauses pendant la journée. Hop, nous, on ne laissait pas le prénom. On savait que c'était un tel enfant, on le disait bien à tout le monde, parce qu'il n'y avait qu'une seule activité qui nécessitait autant de temps. Mais effectivement, quand il doit faire des pauses sur des constructions, pourquoi pas laisser le prénom? N'hésitez pas, surtout si vous avez des activités qui demandent une présentation de votre part, vous pouvez tout à fait expliquer aux enfants, je pense qu'ils comprendront. Vous leur dites, voilà, ça c'est pour plus tard. Parce qu'on m'a posé la question, est-ce que je dois sortir de la classe tout ce que les enfants ne peuvent pas utiliser? Vous pouvez, et vous pouvez aussi laisser, à vous de voir. Le cadre, ça commence en dehors de la classe déjà aussi. Donc il faut bien leur montrer comment s'habiller, se chausser seul. C'est une grande activité, c'est votre travail, c'est notre travail là maintenant de gérer ça. C'est une activité en soi. On leur montre et on s'assure qu'ils le fassent. On leur laisse le temps pour. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être repenser, si c'est nécessaire, la façon dont ils rangent leurs chaussures, mettent leurs chaussons, où est-ce qu'ils les placent, où mettent-ils leurs gants, leurs bonnets, leurs échappes, pour que tout ça soit ordonné. Vous pouvez le dire en regroupement. Tout ce que vous attendez des enfants, dites-le, explicitez-le clairement et de manière positive, c'est important. En tout cas, leur dire, voilà, maintenant j'attends les enfants, que vous puissiez vous boutonner, zipper vos manteaux, mettre vos chaussures seuls. Je vous montre, mais allez, le week-end prochain, ou je ne sais pas si selon l'âge que vous avez, les enfants, ils peuvent comprendre les notions de temps, mais vous leur fixez une date. Bientôt, à cette date, eh bien, vous saurez le faire, et j'attends ça de vous. Allez, et puis on y va, matin, midi, soir. Après, quand ensuite ils vont prendre l'activité, il va falloir montrer aux enfants, ça paraît un détail, mais montrer aux enfants comment tenir le plateau. Parce que s'ils le tiennent comme ça ou à une main et que tout tombe, quelque part, c'est notre faute. Il faut leur montrer avant. Alors attention, le plateau, là, tu vas le prendre comme ça, regarde, avec tes deux mains. Avec tes deux mains. Et quand j'ai présenté l'activité à Zacharia, le puzzle ou un autre puzzle à un autre enfant, je lui dis tout de suite, je l'ai vu, hop, il était prêt à partir comme ça, je ne vais pas attendre de le corriger, je lui dis tout de suite, attention, regarde, tu vas le tenir droit, parce que sinon toutes les pièces vont tomber. Comme ça. Veux-tu bien le tenir avec tes deux mains? Non, non, avec tes deux mains. Et on attend ça. Non, 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 non. Est-ce que tu peux revenir? Tu le tiens avec tes deux mains, comme ça. Pareil avec les barres numériques. J'ai fait ça dans une classe à Namur. Un enfant qui prenait les barres numériques... Non, c'était pas à Namur, c'était justement à Saint-Gilles. Un enfant qui... c'était Zacharia, voilà, ça me revient. Je déroule le fil. Il prenait les barres à une main et je lui disais non, 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 non. Comme ça, tu la tiens la barre. Pourquoi? Je lui disais, parce que là, elle est toute petite, c'est pas grave, tu peux la prendre à une main. Mais après, regarde, elles deviennent de plus en plus longues. Et il faut protéger les copains. Si tu la prends comme ça, tu pourrais mettre un coup et on ne veut pas ça. Donc, les deux mains. Non, 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 reviens ici, s'il te plaît. Allez. Non, tu la reprends. Et on ne lâche pas. Ça fait partie. Là, vous êtes en train d'installer l'ordre. Si vous lâchez à ce moment-là, c'est fichu. À deux mains. Et quand ils comprennent ça, quand ils comprennent que vous n'allez pas lâcher, que c'est un objectif, que c'est peut-être l'objectif de votre journée, ils vont le faire. Et en plus, ils y prennent un certain plaisir. Quand je l'ai fait avec Zacharia, qui pourtant avec des gestes très désordonnés, il a pris plaisir quand il a fini par le faire. Il le faisait naturellement. Même s'il a fallu que je le reprenne 2, 3, 4 fois. Et je me souviens d'un enfant, si ça c'était par contre à Namur, en revanche, il tenait les barres comme ça. Et puis quand on est arrivé à la barre 10, il voulait absolument mettre ses deux mains. Il n'y arrivait pas parce qu'il est trop petit. Et c'est devenu quelque chose... et d'ailleurs, vous voyez, ça induit l'idée de longueur, justement, en plus de tenir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et l'unité qui s'ajoute, et c'est de plus en plus long, etc. Donc il y a quelque chose... Là aussi, c'est une pleine présence, une pleine attention.
On prend le temps de présenter cette activité, d'en faire ressentir tout le concept. Là, je parle de celle-ci, mais en général, les activités qui sont dans votre classe ont été choisies avec soin. Ce sont des activités que vous avez choisies parce qu'elles sont constructives pour les enfants. Donc, prenez le plus grand soin pour qu'ils les prennent et qu'ils les transportent jusqu'à leur table. Ensuite, veillez bien à ce qu'ils posent l'activité et ensuite, avec leurs 2 mains, ils déplacent la chaise. Parce que sinon, ils vont finir par prendre l'activité dans une main et tirer la chaise de l'autre. Alors ça va faire comme ça, ou même pas, admettons qu'il y ait de la feutrine. C'est simplement que là, il est en train de faire 2 choses en même temps. Et pour ces fonctions exécutives, c'est pas beaucoup plus compliqué de poser, c'est beaucoup plus ordonné. Tu poses, tu prends ta chaise, tu t'assois, tu reprends ton activité. Ça n'a l'air de rien, mais ça structure l'enfant. Et vous allez voir, c'est génial de faire ça. Parce que vous verrez les enfants qui résistent un petit peu au départ, et puis au final, ils y prennent du plaisir. Et ensuite, lorsqu'ils font leur activité, je me souviens, quand j'étais avec Zacharia et que je lui présentais le mandala spirale de Grimm, il y a beaucoup de pièces. Ça fait une fleur, puis ensuite une plus grande fleur, puis ensuite une autre plus grande fleur, etc., jusqu'à faire la spirale. Et en fait, à chaque fois qu'il avait fait une fleur, la première fleur, il voulait les montrer à sa maîtresse, donc à Vania. Et donc, évidemment, que faisait-il ? Il prenait l'activité, il se levait en poussant la chaise comme ça, et je disais « non. » Je lui disais « d'abord, tu te lèves, tu ranges ta chaise, tu prends l'activité, et ensuite, tu peux aller voir Vania. » Ok, au début, c'est un peu laborieux. Pourquoi elle me demande ça ? Ok, bon, il le fait quand même. Il se lève, il range son activité, il prend sa chaise, il prend l'activité, il revient. 2e fleur. Il va aller voir Vania. Je dis, n'oublie pas, d'abord, il avait les mains près dessus. Non, d'abord, tu te lèves. Parce que le temps qu'il parte, il est comme ça. La chaise est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux enfants de ranger leur chaise s'il y a déjà des chaises. Combien de temps il va rester là-bas ? Parce que si ça se trouve, en chemin, il rencontre un copain. Ou alors, il va dire, ah ben non, finalement, je vais aller aux toilettes. Et la chaise, comme ça. Et le désordre génère le désordre. Et puis surtout, c'est pas très ordonné de faire comme ça avec... ça fait du bruit, on pousse avec ses genoux. Enfin, on peut faire autrement. On peut avoir une attitude plus ordonnée. Et donc, du coup, en le faisant avec Zacharia, je sais, un certain nombre de fois, parce qu'en plus, il a recommencé l'activité, et à chaque fois, il voulait remontrer à Vania sa fleur, eh bien, j'en ai fait, pour moi, finalement, j'étais presque plus en train de présenter un puzzle à ce moment-là. J'étais en train d'essayer d'engrammer ce réflexe chez cet enfant. C'est-à-dire que maintenant, et après, à un moment donné, c'est venu tout seul. Hop, j'ai dit, ok, c'est bon. Il risque de le faire. Mais pour que ça devienne un réflexe, il ne faut pas lâcher. Et vous allez voir la différence entre des enfants qui rangent leur chaise, une classe où les enfants rangent leur chaise et où les enfants ne rangent pas leur chaise. Dans les petits espaces, ça change tout. Bon, évidemment, montrer aussi aux enfants comment dérouler et rouler son tapis pendant que vous êtes en train de faire votre tour de contrôle, sans ne faire aucune présentation. Prenez le temps de vous arrêter. Eh, dis donc, comment je t'avais montré pour dérouler un tapis ? Tu peux le refaire ? Alors, si tu ne te souviens plus, regarde, je te montre à nouveau. Est-ce que tu peux le refaire maintenant ? Et puis pour ceux qui savent déjà le faire mais qui ne prennent pas la peine, parfois même un geste suffit de loin. On leur montre et au fur et à mesure, ça s'intègre. Mais ça change vraiment tout, un enfant qui prend le temps de dérouler son tapis plutôt que de faire « ram ». Et ça demande un contrôle exécutif tellement plus intéressant. Leur montrer comment se déplacer dans la classe en évitant les tapis, on l'a dit le premier week-end, mais c'est pareil. Ça veut dire que quand vous faites votre tour de contrôle, là, eh bien, quand un enfant commence à marcher un petit peu rapidement, tu te souviens comment on marche dans la classe ? On marche doucement. Conseil, ne dites pas aux enfants, ne cours pas. Qu'est-ce qu'il entend ? Cours. Surtout quand ils sont tout petits. Cours pas. Cours pas. Inhibition.
S'il n'a pas de contre-inhibiteur, c'est compliqué. Le plus efficace, c'est de dire « marche » doucement. Ne cours pas, marche. Ça fait toute la différence. Essayez, vous verrez avec les enfants dans le couloir. Du coup, même chose. Le tapis, d'ailleurs, restons sur le tapis, le tapis que les enfants ont déroulé est un espace pour l'activité. Ce n'est pas pour poser ses fesses ou ses pieds, ou ses mains, ou ses coudes, ou sa tête. C'est un espace qui permet de protéger l'activité qui va être en cours. D'ailleurs, je vous invite à avoir des petites coussins, des petites galettes dans vos classes que les enfants peuvent mettre sous leurs fesses pour ne pas avoir froid. Ou, voilà. Comme ça, ils s'assoient sur la galette et l'activité est sur le tapis. Mais du coup, lorsque vous présentez une activité, par exemple, ou que l'enfant est en train de faire une activité sur son tapis et qu'il est assis sur son tapis, ou qu'il a ses pieds sur le tapis, même chose, vraiment éviter d'obtenir le comportement de l'enfant par la négation. Dites plutôt, au lieu de dire ne mets pas ton pied sur le tapis, il entend ton pied sur le tapis, dites plutôt mets ton pied à côté du tapis. Ici, c'est l'espace de travail. Là, c'est l'espace pour les pieds, là, c'est l'espace pour l'activité. Vous voyez, en positif. Comprennent, c'est fou. C'est des petites choses de langage comme ça. Même chose, lorsque vous allez avoir des enfants un enfant qui prend une activité, par exemple ce puzzle qu'on a sorti avec Zacharia, qui a attiré tout le monde, c'était très intéressant. Il y avait toute une grappe d'enfants autour de la table, et là, commençait un travail formidable. Finalement, je n'étais plus en train de présenter un puzzle à ce moment-là, j'étais vraiment dans la transmission de gestes ordonnés, j'étais en train de transmettre le cadre. Donc je disais aux enfants, évidemment, les enfants et le coude par là, et je leur disais non, la main dans le dos, au lieu de dire ne mets pas ta main sur la table, la main dans le dos. Hop, ils le font immédiatement. Alors que c'était intéressant parce qu'au début j'ai dit non, ne mets pas ta main sur la table. Ils me regardent comme ça, ils continuent avec la main sur la table, la main qui bouge juste un petit peu, ils savent pas trop où la mettre. Et je dis la main dans le dos, tac, immédiat. Mais bon, ils la mettent dans le dos, puis après c'est le buste, vous voyez, ou c'est la fesse, et puis la fesse qui commence à pousser la table. Donc, et là au début, on leur dit donc recule-toi. Ici, c'est l'espace de travail de Zacharia, tu vois. Il aimerait que l'activité, il aimerait pouvoir se concentrer. Est-ce que tu veux bien te reculer? Donc au début, on formule ça. On insiste. Non, c'est l'espace de travail de Zacharia. Mets la main dans le dos, etc. S'ils ne comprennent pas, et que l'enfant finit par être agacé, en général, ils comprennent quand même. Et d'ailleurs, attendez, s'ils ne comprennent pas, ce qui est intéressant, c'est de dire... Et d'ailleurs, j'ai fait ça avec une petite, c'était très intéressant, avec un comportement qui n'est pas évident. Je me suis dit, ouh là là, ça va être compliqué, je ne la connaissais pas. Vania m'avait signalé qu'elle était, voilà, comportement costaud. Et je voyais bien, je me dis, il va falloir que je la prenne correctement, sinon ça va être compliqué. Donc je faisais ce que j'étais en train de vous dire. Ne mets pas ta main sur la table, j'ai fait l'erreur, elle la laisse, etc. La main dans le dos, paf, immédiatement, d'accord. Et puis elle continue à rester là, quand même, elle remet la main, elle veut toucher, parce qu'elle était complètement attirée par cette activité, elle n'arrivait pas. Et j'ai fini par lui dire, dis donc, je vois que c'est vraiment compliqué pour toi de te contrôler. Je vois que c'est difficile, le fait de formuler à l'enfant en fait, ce qu'il est en train de vivre, déjà ça l'apaise, il se calme tout de suite. Si je vois que c'est compliqué de rester à côté de cette table et de mettre la main dans le dos, tu sais ce qu'on va faire pour que tu y arrives? Eh bien, viens avec moi, on va s'éloigner de la table. On va s'éloigner, je te propose d'aller plutôt par là. Tu vas voir, comme ça, ce sera beaucoup plus facile de résister et de ne pas toucher cette activité, de laisser Zacharia tranquille. Ah, et elle m'a suivie, vraiment, je m'attendais à ce qu'elle résiste. Bon, elle m'a complètement suivie. Bon, ça marche, peut-être que ça n'aurait pas marché 2 fois, mais en tout cas, cette fois-ci, ça a fonctionné. Et ensuite, quand vous n'êtes pas parce que là, j'étais avec le petit, donc forcément, je pouvais l'aider, et je l'ai aidé à formuler aussi comment il pouvait exprimer à ses copains, mais
je lui ai surtout transmis comment le formuler pour qu'ensuite il puisse le faire quand il n'y a pas d'adulte. Parce qu'évidemment, ce qu'il a fini par faire, il a fini par dire, l'enfant ne mettant pas la main dans le dos, il a fini par dire « Mais pousse-toi !» poussant comme ça à table. Évidemment, l'enfant n'arrêtait pas de toucher à ces pièces de puzzle. Et donc là, moment passionnant, moment très intéressant. Parce que nous allons pouvoir transmettre aux enfants une manière de gérer un désaccord, un conflit, dans le calme et en sollicitant les fonctions exécutives. L'idée, c'est de pouvoir permettre à l'enfant d'exprimer ce dont il a besoin avec tout de suite une solution à la clé, sans dire « tu fais ça, tu me déranges, tu es comme si… » Parce que là, on est tout de suite dans le jugement, l'autre en face va se défendre et il va répliquer ou mettre un autre coup de pied dans la table et c'est terminé. Là, lui dire, il fait un constat. Je suis en train de faire cette activité, je suis en train de faire ce puzzle et avec ta main, tu le défais. J'ai besoin d'être concentré. Mets ta main dans ton dos. C'est long, hein, on est d'accord, c'est long pour des maternelles. Mais ils peuvent le faire avec beaucoup de soutien au départ. Ils peuvent déjà juste commencer par faire le constat, au lieu de dire « mais pousse-toi, tu me déranges », et puis toutes les noms d'oiseaux qui fleurissent derrière, juste dire « constat ». Explique-lui ce que tu es en train de faire. Je suis en train de faire le puzzle. J'ai besoin d'être seule. Mets ta main dans ton dos. Constat, besoin, solution. Ça marche vraiment très bien. Mais ça demande vraiment de le pratiquer. Et on demande juste à l'autre en face d'écouter. Et en général, quand ça a été exprimé comme ça, l'autre retire sa main ou s'en va. Ça vous demande aussi, ça nous demande à nous de le faire en classe. Quand des enfants, comme Marie, tu disais tout à l'heure, tu as plein d'enfants qui te mettent les mains comme ça, et puis, ou qui commencent à taper, on peut aussi dire, parce que quand on fait ça, on est en train de leur transmettre une façon de le faire, surtout si on y met une pleine présence et une pleine attention. Je suis en train de présenter telle activité qui est difficile à cet enfant, j'ai besoin de calme. Peux-tu trouver une solution toute seule ? Normalement, ok, ils y vont. Hein. Et si vraiment ils n'y arrivent pas, c'est que bon, on note cet enfant, on n'en est pas encore là. Il n'est vraiment pas du tout autonome. Mais ils comprennent, c'est assez surprenant. Hein, quand on leur parle comme ça, c'est comme si le message, pouf, très clair, il est passé. Je voulais juste savoir, pour la petite fille, donc chez Vania, tu es embarquée en disant, écoute, viens, on va aller, vu que c'est difficile, on va aller voir ailleurs. Mais en fait, tu lui as proposé une autre activité ou Oui. Ah oui. Oui. Parce que j'ai une petite fille comme ça et parfois j'essaie de l'amener ailleurs, mais alors elle est frustrée parce qu'elle a quand même envie de retourner voir l'activité. Si, j'avais proposé une autre activité. D'essayer de lui proposer autre chose en fait, parce qu'elle est, je sais pas, elle est têtue, elle veut aller à ce truc-là et elle râle après. Mais parce que ça l'intéresse vraiment. D'ailleurs, Ouais. D'ailleurs, ça me fait rebondir. C'est sur cette même petite fille, comme quoi selon le comportement des enfants, ils ont un message à nous faire passer. Et un enfant qui était en train de laver la table. Il lavait la table, il avait l'air assez occupé avec son affaire, là, même si je pense que c'était un petit peu trop facile pour lui. Du coup, on regardait un peu droite à gauche. Mais enfin, elle était là, à côté, elle touchait l'activité. Elle voulait prendre le seau. Alors lui, forcément, il n'était pas content. Et j'ai essayé de l'aider à ce qu'elle laisse son copain tranquille. Et je n'ai pas réussi. Elle est restée là. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le lendemain, Vania me racontait qu'elle a fait l'activité toute la journée. En fait, elle avait vraiment, vraiment besoin de faire cette activité. Elle a fait toute la journée très concentrée. Et c'était très intéressant parce que pourtant, c'était une petite pas facile. Elle a lavé la table avec une grande concentration. Il n'y avait plus rien autour. Hein. Et après, elle a commencé à faire quelque chose de tellement symptomatique que j'ai vu tellement de fois à Gennevilliers. Quand c'est le bon moment pour eux, ils commencent à laver la chaise après. Le dossier de la chaise, l'autre dossier. Et là, il n'y a plus rien qui existe. Et s'il y avait un enfant à côté, il le lave. Enfin, vous voyez. Et ils restent avec la même concentration. Et elle était en train de faire ça. Et puis à un moment donné, ça n'a pas dû lui suffire. Et elle a commencé elle a mis le torchon sur la bassine et à verser l'eau du pichet
sur le torchon pour que ça passe à travers. Bon, là, elle faisait l'expérience un petit peu. Et du coup, j'ai essayé, parce que je me doutais qu'elle avait vu comme elle faisait l'activité de manière très ordonnée, c'était surprenant, qu'elle avait reçu une présentation assez logique, ordonnée, etc. Donc j'ai tenté et je lui ai dit, est-ce que c'est comme ça qu'on t'a montré l'activité? Elle m'a regardé comme ça et elle a rangé le torchon et elle a recommencé l'activité de manière ordonnée. En fait, pourquoi je dis ça, c'est que ça m'a surprise. Je pensais que j'allais devoir un petit peu batailler, sortir d'autres outils de ma boîte à outils. Et en fait, mais je pense qu'elle a vraiment vu l'intérêt de cet ordre logique et qu'effectivement, elle a dû se reconnaître elle-même que ce n'était pas très juste, ça, effectivement. Allez, oui, c'est vrai ça ne fait pas sens. Hop, et elle a refait les choses de manière très intelligente et ordonnée. Donc, parfois, ils nous suivent et parfois non. Et peut-être que ça veut dire quelque chose aussi. Mais alors, respecter l'espace de travail, vraiment, vraiment, ça, c'est important. Hein. Moi, c'est quelque chose que je ne tolérais pas à Gennevilliers. Pas d'enfants affalés sur les tables. Si on veut, à la limite, si un enfant veut aider un copain, d'abord, l'autre doit clairement avoir donné un consentement explicite. À ce moment-là, il met un petit tabouret à côté. Et il y a un enfant avec son petit tabouret. C'est très ordonné. Il n'est pas à côté, debout, comme ça. Tu veux aider, tu veux regarder. Parfois même, certains ne peuvent pas s'empêcher de regarder. Alors, prends le petit tabouret, regarde. Si bien sûr, l'enfant est d'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'un tel regarde ce que tu fais? Parfois, c'est non. Hein. Et il devra accepter, d'ailleurs, le copain. Tu vois, il a besoin d'être seul. Toi, quand tu veux être seul, on le respecte, donc il faut respecter. Bon, s'il dit oui, hop, tiens, prends le petit tabouret, puis vraiment les mains sur les cuisses. Ok, et mettre les mains comme ça. Puis il suffit de loin, après, si jamais la main vient sur la table, de loin, la main sur la cuisse. Juste un puzzle, c'est déjà un énorme travail d'apprentissage et d'autonomie, parce que la plupart des enfants ne savent pas comment défaire un puzzle, juste défaire un puzzle et mettre les pièces, les arranger pour que ce soit plus facile ensuite de faire le puzzle. Et ça, effectivement, quand j'ai présenté ce puzzle à Zacharia, j'ai pris le temps de lui montrer comment placer les pièces à l'endroit, parce que c'est plus facile ensuite, et de lui montrer à petit peu près comment il pouvait s'en sortir pour faire cette grande spirale. Puis ensuite, il a poursuivi. Mais même faire un puzzle, défaire le puzzle, nommer aussi. Ce temps-là, quand vous êtes en train de faire votre tour de contrôle, c'est un moment... Un enfant est en train de défaire un puzzle qui est construit, je pense au puzzle Grims par exemple, parce qu'effectivement, les puzzles en général sont dans des boîtes d'effets. Un puzzle Grims, vous pouvez dire, voilà, les pièces, tu peux les sortir, regarde comme ça, là. Et puis toutes, quand elles sont aimantées par exemple, là, avec la face en bois vers toi, comme ça tu vois bien toutes les pièces. Et là, vous dites, dans votre tour de contrôle, vous n'avez pas besoin de vous asseoir, vous pouvez juste dire, et tu sais comment ça s'appelle ça ? Une spirale, un mandala, voilà. Et vous donnez le nom. Ah, et toi là-bas qui est en train de faire un puzzle, tu sais ce qu'il y a sur ton puzzle? Des chevaux? Ah oui, et puis il y a un poulain aussi. Ah oui, d'accord. Tiens, hop. Vous donnez un peu de vocabulaire, vous passez par là. Nommez, nommez, nommez. Et si vous entendez un petit mot qui n'est pas précis ou qui n'est pas le bon, non, ce n'est pas comme ça qu'on dit. C'est ce mot-là. Maintenant, lorsque le désordre vous dépasse, là, vraiment, ça commence à trop s'agiter. D'abord, vous vous détendez et vous regardez quand même. Parce que c'est dans les moments de désordre que ça devient très intéressant. Vous observez ce qui est à relever. Et ensuite, une fois que vous avez relevé ce qui était à relever pour vous, vous pouvez les regrouper. N'hésitez pas à le faire. Regrouper, un regroupement. Vous faites ce que vous avez à faire pendant le regroupement, une chanson, une séance de regroupement comme vous faites d'habitude, ou de la méditation, je ne sais pas, ou récréation. Mais en tout cas, il est important que lorsque vous essayez d'installer l'ordre dans la classe, avec des comportements structurés et ordonnés, les enfants ne doivent pas penser que vous tolérez le désordre. Donc prenez juste quelques secondes pour observer. Et ensuite, bon, les enfants, là, peut-être qu'aujourd'hui, on est un petit peu fatigués, on a du mal à faire des activités autonomes, donc peut-être là, on va s'arrêter un petit peu, et puis on va faire ça ensemble. Allez. Mais ils ne doivent pas se dire, oh, bah, en fait, super,
Pendant 2 semaines, on m'a bassiné, faire attention, parler doucement, ranger ma chaise, etc. Mais là, ça devient n'importe quoi et en fait, on peut le faire. Voilà. Alors là, vous avez perdu 2 semaines en fait. Et peut-être que vous avez perdu l'année parce qu'après, pour récupérer ça, il faut faire attention de bien respecter ce que vous dites. Surtout au début. Après, c'est différent. Après, c'est différent. Quand c'est intériorisé ou un peu intériorisé, les enfants ont cette flexibilité-là. Mais je vous le dis parce qu'avec les enfants que j'avais à Gennevilliers, le moindre écart, fallait ramer derrière. Hein. Oui, évitons de pointer les erreurs. Mais dis donc, tu ne sais pas dérouler ton tapis, toi ? Peut-être on peut lui dire, tiens, regarde, je te montre à nouveau. Juste ça, ça suffit. Je te montre à nouveau. Il a bien compris que ce que vous vouliez, c'était qu'il le déroule d'une autre manière. Essayez de donner l'indication avant que l'enfant ne fasse l'erreur. Ça permet de mieux intégrer la chose que de venir en correction. Ah, attention, rappelle-toi de ça. Ah, vraiment, ça, c'est beaucoup plus efficace. Essayez, vous verrez. N'hésitez pas à doubler les activités que les enfants aiment particulièrement. Par exemple, l'aquarelle, admettons que ça fasse sens dans cette classe d'Isabelle, je ne sais pas, peut-être 2 plateaux seraient intéressants. Elles peuvent être doublées autant de temps que vous le souhaitez, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, le temps que ça satisfasse. Surtout si on sent que c'est un besoin réel, une envie réelle et non pas une simple imitation des enfants. Et là, il faut savoir discerner. Si vraiment il y a plusieurs enfants qui ressentent un besoin, ça va être constructif, alors doublons les activités, peut-être même triplons-les. Peut-être même proposons une activité en demi-groupe, alors, si c'est autant nécessaire que ça. Mais parce que c'est constructif, on sent qu'ils en ont envie. Si c'est juste pour imiter le copain, non. Au contraire, l'activité individuelle va éviter l'imitation. L'imitation non constructive. Alors la voie des secrets, c'est vrai que c'est chouette, ça marche bien quand on en a besoin, mais pareil, je pense pas de systématisme, parce que c'est aussi bien que les enfants... Le bruit monte naturellement quand ils sont 20, 25, dans une salle qui est assez petite. Ça serait fatigant pour eux de leur dire la voie des secrets, la voie des secrets, la voie des secrets. Même pour vous, ça serait épuisant. Peut-être ce que fait une enseignante, et ce que je trouve vraiment pas mal, c'est qu'elle dit aussi aux enfants, quand on parle, il n'y a que l'enfant à côté qui doit entendre. Ça, ils comprennent bien. Ah, j'entends. Pourtant, je ne suis pas à côté. Il n'y a qu'un tel qui doit entendre. Du coup, ils modulent leur voix. C'est un petit peu plus que la voix des secrets. C'est peut-être aussi plus réaliste, parfois, dans la vie d'une classe. Ce que vous pouvez faire, qui peuvent beaucoup, beaucoup vous aider, vous prenez un cahier vous ouvrez votre cahier en double page, vous mettez le nom des enfants, et le soir, ou le matin, avant d'aller au travail, je ne sais pas quand, vous prenez juste un temps pour vous dire, ok, lui, s'il ne sait pas quoi faire, c'est vers ça que je vais le diriger, parce que ça fait sens pour lui. Vous prenez juste ce temps-là. Elle, ce sera ça. Lui, ce sera ça. Peut-être 2 activités vous viennent en tête, vous les notez. Parce que le moment dans la classe, dans l'urgence de la classe, eh bien, vous avez ça avec vous, ça va très vite. Et si jamais dans votre classe, il y a un autre adulte qui vous aide à ce moment-là, une stagiaire, un logopède, une logopède qui vient aider, qui prête main forte pour l'instauration de ce cadre, vous avez cette fiche avec vous. Et le soir, vous pouvez faire un bilan. Au début, ça aide beaucoup. Ok, j'ai présenté ça, non, j'ai pas présenté ça, mais j'ai présenté ça. Donc du coup, demain, pour cet enfant, peut-être à nouveau cette activité, ça lui a quand même bien plu. Au début, ça guide un petit peu. On a l'impression d'avoir une trace de ce qu'on a fait aussi. Et puis après, on verra avec les suivis. Mais déjà, pour commencer, je trouve que c'est assez... Je trouve que c'est une idée assez efficace, assez rassurante aussi, et aidante. Dans les moments difficiles que vous allez traverser, dans ces moments où ces enfants qui sont face à nous, qui ne savent pas très bien gérer cette liberté que nous leur offrons, et ça devient difficile pour vous, dans ces moments de bazar, d'agitation, essayez juste de vous reconnecter à nouveau à cette joie dont nous avons parlé,
à cette joie, à ce lien humain qui a pu s'opérer dans ce que racontait Marie ou Vania, ou dans les choses que j'ai pu vous partager également. Essayez de vous reconnecter à ça. Pour deux choses. D'abord, ça va vous soulager, mais surtout, ça va vous recentrer sur l'essentiel. Parce que dans ces moments-là, c'est la seule chose qui peut faire que tout le monde, qu'une journée qui commençait mal, se termine vraiment très bien. Et beaucoup mieux qu'on l'espérait. Pourquoi ? La recherche le montre, et c'est vraiment très, très, très surprenant. Là où il y a du lien, c'est-à-dire une intention bienveillante, ça peut juste être un regard. Et tout ce que je vous dis là, c'est de la recherche qui le dit, ce n'est pas moi. Le regard, une main posée sur l'épaule, juste ça, une intention bienveillante, un sourire, donc une connexion, un lien qui va s'opérer. Eh bien, à ce moment-là, il va y avoir une sécrétion de molécules bienfaisantes dans le cerveau de la personne ou de l'enfant qui a cette intention, cette volonté de lien positif, mais également chez l'autre qui va le recevoir. Qu'est-ce que c'est que ces molécules bienfaisantes ? C'est de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est la molécule du lien, de l'attachement, de l'empathie. Ça veut dire que quand vous avez, on va parler de nous, quand nous avons un comportement empathique avec les enfants, nous allons générer chez eux et chez nous encore plus de capacité de lien, d'attachement et d'empathie. On rassemble le groupe. Après, la sécrétion d'ocytocine va enclencher la sécrétion d'endorphine chez les deux. Celui qui donne, celui qui reçoit. Mais on ne sait plus très bien qui donne et qui reçoit dans ces moments-là. L'endorphine, ça vous calme, on se sent bien. Donc quand il y a du désordre, de l'agitation, la meilleure chose à faire, c'est de créer un contact humain, positif et chaleureux. Ah, une main sur l'épaule. C'est d'une efficacité redoutable. C'est biologique. Et la sécrétion d'ocytocine va également générer la sécrétion de dopamine. Les enfants vont se sentir plus forts, avec plus d'allant, plus capables de faire les choses. Et il va y avoir également une sécrétion de sérotonine. La sérotonine qui stabilise l'humeur, qui stabilise et régule l'humeur. Et je pense aussi que c'est pour ça, c'est l'explication un peu triviale, scientifique, et pourquoi ces manifestations de joie ? C'est aussi parce qu'il y a un lien qui a été recréé. Les enfants se sentent bien. Les enfants se sentent bien, sont plus empathiques et une humeur qui est beaucoup plus stable. Et ils ont envie de recréer ce lien-là. Ils vont le chercher. Et en plus, il se trouve que ce lien humain chaleureux, positif, empathique, eh bien, en plus, ça va réouvrir la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de connexions synaptiques. Donc, on favorise l'apprentissage. C'est vraiment le choix à faire, en fait. Quand ça ne va pas, contact humain. Quand c'est possible et qu'on n'est pas trop fatigué. Mais il faut trouver les ressources en nous. Il faut réussir. Et voilà.